Pour la présentation d'aujourd'hui, en fait, je vous propose de vous présenter les grandes lignes de mon projet doctoral. C'est les recherches que j'ai menées dans le cadre de mon doctorat. Et en fait, je vais surtout tenter de mettre l'emphase sur les résultats très opérationnels, sur les leçons que le projet de doctorat m'a permis de découvrir et qui va me permettre d'explorer par la suite. Et je vais mettre un petit peu moins d'emphase sur l'aspect très académique, très méthodologique, compte tenu du public que j'ai ici dans la salle et compte tenu de certains courriels que j'ai reçus. On me demandait, bon, je suis en organisation, est-ce que la vidéo va être disponible en vidéocaptation pour le visionnement par la suite? Je peux tout à fait comprendre que c'est difficile de s'échapper du travail pendant les heures du dîner pour avoir travaillé 10 ans en organisation. Alors, je vais tenter de m'ajuster à mon public cible. Néanmoins, je vous présente une présentation, en fait, par un pléonasme en 10 parts. Donc, je vais vous situer qu'est-ce qui a suscité cet intérêt de recherche spécifique-là, l'objectif du projet de recherche, les questions de recherche qui ont été posées. On va revenir sur les principaux concepts, simplement pour établir un vocabulaire commun. Ensuite, l'apport des professionnels des ressources humaines sur l'éthique en milieu de travail. Je vais vous présenter le cadre théorique qui a été modélisé dans le cadre de la recherche, vous parler très brièvement de la méthodologie, et ensuite, on va parler des résultats, notamment lorsqu'il y a trait à la discussion. Et en conclusion, je vous propose quelques recommandations qui émergent vraiment du travail de terrain qui a été effectué. Vous allez remarquer que les informations relatives aux organisations participantes sont absentes, donc le tout est anonymisé. Vous vous doutez évidemment que des accords de confidentialité ont été signés. Et donc, c'est important pour moi de vous présenter les fruits de cette recherche-là, mais évidemment de préserver la confidentialité de mes terrains d'études. Problématique de recherche. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que je me suis intéressée de façon spécifique à cette thématique-là? Eh bien, l'organisation contemporaine, à l'heure actuelle, se retrouve dans un contexte de mondialisation économique où les formes de réglementation traditionnelles sont à plusieurs égards éprouvées. Dans ce contexte-là, on observe d'une part qu'une place accrue est impartie à la société civile et qu'une place accrue est impartie également aux organisations. Notamment, on conteste et on revendique beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement le rôle que jouent les organisations sur le plan éthique et social. Les inconduites, les malversations des organisations, que ce soit les professionnels, les employés ou encore les gestionnaires, se retrouvent, comme vous le savez, comme on en a eu plusieurs exemples en contexte québécois dans les dernières années, très rapidement sur la place publique, grâce notamment aux médias sociaux. Évidemment, c'est un contexte qui fait en sorte que l'institutionnalisation de l'éthique en milieu de travail est favorisée. Toutefois, on observe que ce qui est présenté comme étant institutionnalisation de l'éthique peut desservir plusieurs visées. Resserrement de la norme, contrôle des conduites, identification des valeurs significatives pour les employés, pour les groupes au sein de l'organisation, obtention ou rétention d'une crédibilité, obtention ou rétention d'un capital réputationnel, d'une justification sur le plan social. Alors, à la lumière de cette confusion-là qui semble avoir quant au mode de régulation et quant au mode de gouvernance, on se doit de porter un regard plus critique sur ce qui est mis en place au sein des organisations sous la bannière éthique. Dans le contexte spécifique de la gestion des ressources humaines, qui est mon domaine d'intervention spécifiquement, bien évidemment, c'est des enjeux qui prennent des saveurs tout à fait particulières. La fonction RH a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Selon plusieurs auteurs, c'est une fonction qui a pris un certain tournant managérial au cours des années 80 et de plus en plus, on questionne la performance de la fonction ressources humaines, on questionne la performance des professionnels des ressources humaines, les PRH, et on s'interroge quant au rôle que ces individus-là jouent au sein de l'organisation, notamment à titre de gardien du contrat social des employés. Pour ce qui est de la place de l'éthique au sein des relations industrielles, évidemment, mes études sont faites dans le contexte spécifique des relations industrielles. Eh bien, on observe que l'éthique, c'est en fait le volet le plus négligé des relations industrielles. Il y a encore très peu d'académiciens qui s'intéressent à la place de l'éthique au sein de l'organisation, qui s'intéressent à l'éthique organisationnelle, aux enjeux éthiques au sein de la gestion des ressources humaines et vice-versa. Donc, c'est un domaine qui demeure, à certains égards, à être davantage exploré. Néanmoins, même si on remet en question
le rôle de l'éthique au sein de la gestion des ressources humaines, on observe que plusieurs auteurs et surtout plusieurs rapports, vous en avez un ici à l'arrière que vous pouvez consulter d'ailleurs à la toute fin si vous le voulez, plusieurs rapports québécois, canadiens et américains soulignent le rôle que joue la fonction ressources humaines et le rôle que jouent les professionnels des ressources humaines lors de la mise en place ou du déploiement d'initiatives organisationnelles à caractère éthique. Et ça, on va pouvoir en parler plus spécifiquement dans quelques minutes. Donc, quel était l'objectif qui était poursuivi par le projet de recherche? Eh bien, c'était simplement d'explorer la forme que prend l'éthique organisationnelle au sein de 2 organisations québécoises, ainsi que les liens qui peuvent être tissés entre l'institutionnalisation de l'éthique et la gestion des ressources humaines. Dans ce cas-ci, je ne me concentrerai pas sur l'agir des professionnels des ressources humaines, des PRH proprement dit, mais plutôt sur la perception qu'ont les PRH de l'institutionnalisation de l'éthique au sein de leur milieu de travail. Je me concentrais également sur les pratiques de ressources humaines parce que je défendais la thèse selon laquelle les pratiques de ressources humaines sont en fait des actes communicationnels en soi. Question de recherche. La question de recherche principale, c'était quelle forme prend l'institutionnalisation de l'éthique dans les 2 organisations québécoises sous étude. Et je vais revenir sur ce concept-là d'institutionnalisation pour m'assurer qu'on comprend tous le terme de la même façon. Plusieurs sous-questions, évidemment, ont été explorées. Comment se définit ou se conçoit l'éthique au sein de ces organisations? Comment se caractérise l'institutionnalisation de l'éthique au sein de ces organisations en ce qui a trait à l'armature organisationnelle en soutien à l'éthique, et je vais expliquer ce concept-là dans quelques minutes. Comment les professionnels des ressources humaines définissent-ils ou conçoivent-ils l'éthique au sein de leurs organisations? Quels dispositifs éthiques sont identifiés, que ce soit de façon directe ou indirecte, par les professionnels des ressources humaines comme étant mis en place au sein de leur organisation? Et comment se caractérise l'armature organisationnelle en soutien à l'éthique au regard de la compétence éthique. Et je vais parler brièvement de la compétence éthique. Comment est-ce qu'on fait pour voir de quelle façon ça vient teinter une organisation de façon très concrète. Révisons les principaux concepts. Donc, l'éthique, évidemment, peut être conçue de différentes façons. Pour ma part, je m'éloignais des théories morales, donc une conception de l'éthique qui nous permet de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est à faire ou à ne pas faire. J'adoptais plutôt la définition de Langlois, soit selon laquelle l'éthique est une capacité réflexive critique. Ceci implique que l'éthique est davantage une source d'autorégulation, donc vient de l'individu même ou du groupe d'individus même, plutôt qu'une forme d'hétéro-régulation, donc est imposée à l'individu. Ça implique évidemment que l'éthique peut être développée, que l'éthique peut être une capacité apprise, que l'éthique est un muscle qui gagne à être travaillé. De façon concrète, ça implique aussi que l'éthique, ce n'est pas un état, mais c'est un processus en mouvance, donc c'est toujours une co-construction et c'est toujours contextuellement situé. Finalement, ça implique évidemment que l'éthique, pour exister dans une organisation ou au sein d'un individu même, nécessite une implication active plutôt qu'une simple conformité passive. L'éthique au sein d'une organisation s'observe à travers 2 concepts. Premièrement, la formalisation, qui est la première étape, on dit souvent la première étape de la création d'un milieu de travail éthique. Donc, c'est la rédaction par l'organisation d'un document qui va énoncer ses valeurs, ses principes et ses croyances. C'est souvent ce qu'on appelle la déclaration des valeurs, ce qu'on appelle à tort un code d'éthique. Un code est vraiment plus dans une logique hétérorégulatoire. L'institutionnalisation est définie pour sa part comme différents mécanismes internes qui s'assurent du respect des engagements énoncés et qui visent à instaurer des relations de confiance avec les parties prenantes et à promouvoir le comportement éthique parmi les collaborateurs. Donc, quand on institutionnalise l'éthique, on cherche à donner vie à ce qui a été formalisé. Ce qui a été coulé sur papier, on tente de lui donner forme au sein de l'organisation. Ensemble, ces 2 concepts-là, qui ont été ici définis selon Mercier, donnent forme au premier concept de mon cadre théorique, l'infrastructure éthique.
Vous avez peut-être déjà entendu le terme infrastructure éthique, vous êtes peut-être déjà familier avec le concept. Infrastructure éthique est un terme qui a été développé par l'OCDE à la fin des années 90 par le groupe Puma qui travaillait sur l'éthique et l'intégrité. On conçoit l'infrastructure éthique comme étant un système de mécanismes de soutien qui comprend à la fois des éléments d'hétérorégulation, donc des mécanismes qui ont pour but, par exemple, la surveillance, la sanction, et des mécanismes d'autorégulation, comme par exemple l'identification des valeurs les plus signifiantes ou encore la mise sur place de dispositifs qui incitent à la discussion, à la réflexion, par exemple des comités d'éthique, des répondants en éthique, ce type de dispositif-là. Les travaux que l'OCDE a menés en ce qui a trait à l'infrastructure éthique ont eu une grande influence au Québec et au Canada sur la façon dont l'éthique s'est développée dans les organisations publiques, autant provinciales que fédérales. Dans le secteur privé, l'effet a été un petit peu moins notable et on voit que souvent, ce qui est mis en place, fort malheureusement, résulte de l'éclatement au grand jour d'inconduites et de scandales. Et c'est là qu'on a le réflexe de vouloir instaurer un souffle éthique au sein de nos organisations. Fort malheureusement, comme je le disais. Donc, le postulat de base de la thèse était en fait que le concept d'infrastructure éthique, bien que très utile et fréquemment étudié, est en soi insuffisant pour faire état de l'institutionnalisation de l'éthique au sein d'une organisation. On a plusieurs recherches dans la littérature qui ont cherché en fait à identifier quelle organisation a mis quel mécanisme sur place. On a développé un code de conduite, on a développé un énoncé de valeurs, on a donné des formations en ce qui a trait à l'éthique, à nos employés, à nos gestionnaires, etc. On fait l'énumération, mais ça, c'est vraiment tout ce qui est développé sous le libellé proprement dit d'éthique. Pour ma part, je proposais que cette façon de procéder-là était en soi insuffisante pour vraiment faire état du caractère éthique, si on peut l'appeler comme ça, d'une organisation. Je proposais donc, et vous l'avez ici, qu'il faut non seulement une infrastructure éthique, mais qu'il faut aussi considérer les éléments de l'infrastructure RH, le prochain concept que je vais vous présenter, qui touchent à l'éthique. Et c'est ces deux concepts-là ensemble qui donnent forme au concept que je propose, qui est l'armature organisationnelle en soutien à l'éthique d'une organisation. L'ossature, si on veut. Avant de vous présenter l'infrastructure éthique, l'infrastructure RH, précisons ce qu'on entend par gestion des ressources humaines, parce qu'on sait que les définitions abondent, tant dans la littérature managériale que dans la littérature académique. Donc, gestion des ressources humaines, dans un premier cas, peut faire référence à l'ensemble des pratiques et des activités qui touchent à la gestion des employés. On peut aussi faire référence à l'idéologie qui sous-tend ces pratiques-là. Par exemple, la croyance que si on a des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines, c'est une source de plus-value ou d'avantages compétitifs. Et évidemment, quand on parle de gestion des ressources humaines, on peut aussi faire référence tout simplement à la façon dont la gestion des ressources humaines s'institutionnalise au sein d'une organisation, la petite boîte dans l'organigramme, quel groupe, quels individus, quels services partagés, dans plusieurs cas, prend en charge les tâches de gestion des ressources humaines. Pour ma part, dans le cadre de la thèse, j'ai choisi de définir la GRH comme étant l'ensemble des pratiques et des activités qui entourent la gestion des employés qui œuvrent au sein d'une organisation donnée. Ce qui implique que les professionnels de la GRH sont les employés, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur mandat spécifique, parce que je tenais à reconnaître aussi que souvent un gestionnaire peut avoir tout un champ de responsabilités, mais va prendre aussi en charge les tâches de ressources humaines qui lui appartiennent. Donc, tous les individus qui prennent en charge l'exécution d'activités de ressources humaines. Vous comprendrez évidemment que j'utilise ici le terme professionnel, non pas dans le sens déontologique du terme, mais dans le sens d'usage courant. Donc, mon interrogation, c'était au niveau de la place qu'accorde la fonction RH et les PRH qui la composent à l'éthique. Et je tenais surtout à vérifier ou à en savoir davantage sur l'impact que peuvent avoir les PRH sur l'éthique en milieu de travail. Donc, parlons justement de l'impact potentiel des PRH sur l'éthique en milieu de travail. Selon certains rapports, et vous avez ici le rapport APEC Québec que vous pouvez trouver à l'arrière, qui est le rapport qui a été fait en fait par le volet
québécois de l'Association des professionnels en éthique du Canada, ce qui est maintenant le REOC, le Réseau d'éthique organisationnelle du Québec. Selon un rapport du SHRM, qui est un rapport canadien, et selon Strandberg, bien, on nous dit que les PRH jouent un rôle véritablement dans le développement et la mise en place d'initiatives organisationnelles à caractère éthique. On nous dit également, chez certains auteurs, dont Whitney Stanley et Woodall, qui sont des auteurs plutôt influents dans la littérature de gestion des ressources humaines, que développer la sensibilité et la prise en considération de l'éthique constitue en fait la tâche principale des chercheurs et des professionnels qui œuvrent dans le domaine de la GRH. Si on va un peu plus loin, des chercheurs tels que Mélanie et collaborateurs nous disent que les professionnels des ressources humaines doivent en fait jouer un rôle dans la formulation et l'application du programme éthique organisationnel. Donc, les écrits qui sont majoritairement destinés à des praticiens et qui reposent sur des recherches qui sont très d'application pratique nous disent que les professionnels des ressources humaines ont véritablement un rôle à jouer dans le déploiement de l'éthique au sein de l'organisation. Ce qui nous rappelle et ce qui nous confirmait l'intuition première que c'était pertinent de s'intéresser à l'infrastructure RH pour voir justement que nous dit cette infrastructure RH-là sur le plan de l'éthique. Ça nous dit une chose, c'est que la GRH joue un rôle implicite dans l'institutionnalisation de l'éthique. Les pratiques de GRH d'une organisation, les pratiques, les politiques, les programmes, viennent dire aux employés, dont les professionnels des ressources humaines, ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est recommandé, ce qui est souhaitable, ce qui est à prescrire. La façon dont on mène nos activités de ressources humaines envoie un message implicite qui est parfois très clair. L'infrastructure RH, eh bien, il faut dire que dans la littérature, ce n'est pas un concept qui est très défini. Souvent, on retrouve le concept, on fait référence au concept dans les ouvrages qui sont davantage destinés à des praticiens. On utilise le concept de différentes façons et on donne rarement une définition formelle du concept. Donc, j'ai tenté de trouver des ancrages théoriques dans la gestion stratégique des ressources humaines et dans la théorie institutionnelle. Et je me suis aussi inspirée de la façon qu'on conçoit le concept d'infrastructure éthique pour voir s'il y a des parallèles qui pouvaient être faits au niveau de la GRH pour définir le concept d'infrastructure RH, puis pour permettre une analyse, si on veut, à deux niveaux qui seraient comparables. Je me suis inspirée aussi des travaux de Arthur et de Boyles qui nous proposent 3 niveaux d'analyse en gestion des ressources humaines, donc s'intéresser aux principes, aux politiques et aux pratiques de la GRH. Ensemble, les deux concepts, comme je le mentionnais tout à l'heure, infrastructure éthique et éléments de l'infrastructure RH qui touchent à l'éthique, nous donnent l'armature organisationnelle en soutien à l'éthique. Et ça, c'était le cadre théorique. Donc, je vous fais grâce de tous les détails, mais sachez simplement que c'est un cadre théorique qui m'a incité à m'intéresser à la définition et à la conception qu'on fait de l'éthique au sein d'une organisation, à l'infrastructure éthique qui est en place, et vous avez ici quelques exemples de dispositifs éthiques, à l'infrastructure RH, et vous avez ici les grandes catégories d'activités de gestion des ressources humaines pour aller voir quels éléments de cette infrastructure-là touchent au domaine de l'éthique. Toutes ces données-là analysées à partir des 3 niveaux d'analyse d'Arthur et Boyles, donc les principes, les politiques et les programmes. Et ensuite analysées à la lumière de 3 composantes qui ont été identifiées dans la littérature et qui ont été présentées par Langlois comme donnant forme à la compétence éthique. Donc, quand on est en présence d'une compétence éthique, on est en présence de l'éthique de la sollicitude, de l'éthique de la justice et de l'éthique de la critique. C'est un aspect que je n'aurai pas l'opportunité d'élaborer de façon très approfondie dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, mais si vous avez des questions par la suite, gênez-vous pas, ça va me faire grand plaisir de vous en parler. Donc, je tenais à comparer d'une part les données qui étaient en provenance des documents organisationnels et des informateurs clés, et de comparer le tout, évidemment, avec les données qui étaient en provenance des professionnels des ressources humaines, parce que l'idée, c'était aussi de voir est-ce que les professionnels des ressources humaines ont perception de ce qui est mis en place au sein de leur organisation.
Cette analyse comparative-là m'a permis, et je vous en parlerai par la suite, de donner forme à un modèle de progression de l'institutionnalisation de l'éthique au sein d'une organisation. Et je reviendrai sur ce point-là sous peu. Donc, l'analyse s'est faite en deux parties. Dans la première phase, je m'attardais au discours organisationnel et je tentais plus spécifiquement de répondre aux deux questions suivantes. Comment se définit ou se conçoit l'éthique au sein de ces organisations? Et comment se caractérise l'institutionnalisation de l'éthique au sein de ces organisations en ce qui a trait à l'armature organisationnelle en soutien à l'éthique? Dans la phase 2, un exercice similaire, mais cette fois concentré sur le discours des professionnels des ressources humaines. Et donc, on tentait de répondre aux deux questions suivantes. Comment les professionnels des ressources humaines eux-mêmes définissent-ils ou conçoivent-ils l'éthique au sein de leurs organisations? Et quels dispositifs éthiques sont identifiés de façon directe ou indirecte par ces professionnels-là comme étant mis en place au sein de leur organisation? L'idée étant évidemment de comparer les deux discours et ultimement de voir comment l'armature organisationnelle, pas juste énumérer les éléments mis en place, mais tenter de caractériser ces éléments-là à la lumière des trois composants de la compétence éthique. Donc, à la lumière de l'éthique de la justice, l'éthique de la sollicitude et l'éthique de la critique. Il faut savoir que dans les recherches qui s'intéressent à la compétence éthique et dans le modèle qui a été développé par Langlois, on propose que comme il y a trois dimensions à la compétence éthique, bien, un jugement éthique, et plutôt, je devrais dire, un leadership éthique qui ne dispose pas de ces trois compétences-là serait en soi bigarré, serait en soi incomplet. Donc, la proposition était qu'une organisation qui veut mobiliser l'éthique, encourager le développement et l'expression de la compétence éthique, devrait aussi avoir une infrastructure éthique ou une armature organisationnelle en soutien à l'éthique qui correspond à ces trois dimensions-là de la compétence éthique. L'idée était d'aller voir si ces trois dimensions-là étaient bel et bien présentes au sein des organisations étudiées. Je passe très rapidement sur la méthodologie. La recherche était inspirée de Sean, pour ceux d'entre vous qui connaissent ses travaux sur la pratique réflexive, sur les travaux de Berger et Luckman sur l'institutionnalisation. Et évidemment, bien, ça impliquait quoi de façon très pratico-pratique? Simplement le fait que je reconnaissais le fait que l'individu dispose d'une capacité réflexive, mais qu'il opère dans des conditions structurellement définies et donc dans un contexte qui est toujours historiquement et temporellement défini également. C'est une recherche qualitative d'épistémologie socio-constructiviste. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les organisations québécoises qui ont été étudiées, eh bien, sachez que c'était des organisations de grande taille. Donc, l'organisation A était une organisation du secteur public qui a plus de 40 professionnels des ressources humaines. L'organisation B était une organisation du secteur privé, l'idée étant de comparer également deux secteurs distincts qui disposaient de plus de 80 professionnels des ressources humaines au sein de son entité centrale. Côté méthodologie, encore une fois, eh bien, ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça a été un travail de longue haleine. Donc, une analyse documentaire a été effectuée avec une grille d'analyse. Ce que je tentais de déterminer, c'était le contenu informatif en ce qui a trait à l'éthique et de faire une analyse critique aussi en ce qui a trait aux politiques, aux pratiques, aux programmes et en ce qui a trait aux trois éthiques. Donc, c'était une analyse de contenu qui a été faite et j'ai aussi pris en considération le résultat d'entretiens qui ont été menés auprès d'informateurs clés. Donc, un informateur clé au sein de la première organisation et deux informateurs clés au sein de la deuxième, des individus qui étaient placés stratégiquement dans l'organisation et qui étaient en mesure de compléter l'information qui était disponible à même les documents organisationnels. Par la suite, pour ce qui est du discours des professionnels des ressources humaines, eh bien, il y a 35 entretiens semi-dirigés qui ont été menés auprès des PRH, 25 en provenance de l'organisation A, 10 en provenance de l'organisation B. Les entretiens ont été enregistrés, ont été retranscrits, les données ont été codées et validées par deux codeurs, donc permettant une validation interjuge, et la catégorisation a été faite à l'aide du logiciel NVivo. L'idée étant de trianguler ou de comparer les données qui émergeaient du discours organisationnel aux données
qui émergeaient du discours des professionnels des ressources humaines et de voir s'il y avait des incohérences, des différences, des similitudes qui émergeaient des deux discours. En ce qui a trait aux précautions méthodologiques, bien évidemment, il y avait toutes les préoccupations méthodologiques prises en charge pour ce qui est de la protection de l'identité des participants, mais également protection de la confidentialité des terrains d'études pour préserver leur anonymat. Donc, allons-y maintenant dans les détails d'application pratique, ce qui, je crois, va retenir davantage notre attention aujourd'hui. Je vous rappelle les objectifs de la phase 1 d'analyse, donc l'analyse qui se concentrait sur le discours organisationnel. Je me suis concentrée sur la définition et la conception qu'on y faisait de l'éthique. Donc, c'est quoi le cadre de gouvernance qui est en place au sein de cette organisation-là? Quelle est la conception et la définition de l'éthique qu'on propose, qu'on diffuse au sein de cette organisation-là? Quelles sont les lignes directrices qui nous guident au sein de l'organisation? Est-ce qu'on a identifié la mission, la vision, des valeurs pour l'organisation? Et quelle est la place de l'éthique au sein du discours organisationnel ressources humaines? Donc, quand on parle de politique ressources humaines, de programme de ressources humaines, est-ce qu'on adresse, est-ce qu'on fait référence, est-ce qu'on évoque l'éthique? Par la suite, bien évidemment, qu'est-ce qui a été mis en place au sein de l'organisation en termes d'infrastructure éthique? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place? Et même chose en ce qui a trait à l'infrastructure RH. Et l'analyse a toujours été effectuée pour l'organisation et de façon comparative entre l'organisation A et l'organisation B. Ce qui ressortait de notre analyse. En ce qui a trait à la conception et à la définition de l'éthique, on remarquait que dans les deux organisations, la conception de l'éthique était vraiment teintée d'un souci de conformité. Pour l'organisation A, il n'y avait aucune définition ou aucune précision quant à ce qu'est l'éthique, ce que ça mange en hiver, ou quant à la conception qu'on en a. Pour l'organisation B, on définissait l'éthique et on distinguait l'éthique de la déontologie. Alors, il y avait vraiment un meilleur travail de définition et de vulgarisation qui était fait. En ce qui a trait aux valeurs, on identifiait des valeurs au sein des deux organisations, mais la façon dont on les identifiait, définissait et la place qui était accordée aux valeurs était très variable. Donc, dans certains documents, c'était très présent, alors que dans d'autres, on l'évoquait, puis ensuite, ça s'était perdu en cours de route. Ce n'était pas une préoccupation continue et constante. En ce qui a trait au document RH, donc le discours organisationnel ressources humaines, l'organisation A identifiait et définissait 5 valeurs ressources humaines, alors que l'organisation B ne faisait dans aucun document référence aux valeurs. Donc déjà, on commence à avoir un discours organisationnel qui prend une forme différente. En ce qui a trait à l'infrastructure éthique, dans les deux organisations, on observe que des principes étaient teintés, encore une fois, d'un souci de conformité. On observait aussi que l'éthique était inégalement formalisée. Donc, on avait des principes de nature éthique qui étaient énoncés, mais on n'avait pas de traduction dans les programmes et on n'avait pas de traduction dans les politiques. C'était vraiment au niveau du discours simplement. Pour l'organisation A, on identifiait 4 dispositifs qui étaient associés à un souci de conformité, mais aucun programme éthique. Et pour l'organisation B, on a 9 des 11 dispositifs qui étaient associés à l'éthique, qui étaient vraiment dans une logique de conformité. Donc, c'était éthique dans une conception hétéro-régulatoire et non pas dans une conception autorégulatoire, comme nous, on l'entrevoit. Et on pouvait se questionner dans la façon que les informations étaient présentées quant au fait que ces dispositifs-là étaient vraiment destinés simplement aux hautes sphères hiérarchiques et non pas à l'ensemble de l'organisation. Donc, l'éthique semblait, à plusieurs égards, être limitée à un certain palier hiérarchique et ne pas se véhiculer plus loin au sein de l'organisation. En ce qui a trait à l'infrastructure RH, au sein de l'organisation A, c'était intéressant parce qu'on avait plus de dispositifs que l'organisation B, malgré le fait qu'on avait une institutionnalisation de l'éthique plus explicite. Ce qui veut dire, on avait mis beaucoup de choses en place sous le nom de l'éthique.
beaucoup plus de choses en place que dans l'organisation A, mais au niveau ressources humaines, il n'y avait pas de traduction, ou il y avait très peu de traduction de façon concrète comparativement à l'organisation A. Pour l'organisation A, on avait des valeurs RH qui étaient établies, mais qui ne se traduisaient pas au niveau des politiques et des programmes, et même que dans certains documents, la façon de présenter les valeurs RH était différente. Donc, on avait un discours qui n'était pas toujours cohérent, toujours identique en ce qui a trait aux valeurs RH. À la phase 2, maintenant, que nous disaient les données qui ressortaient du discours des professionnels des ressources humaines? Et vous avez ici un rappel des informations qu'on recherchait. Vous remarquez que les informations qu'on recherchait étaient un effet miroir de ce qu'on recherchait à même le discours organisationnel, l'idée étant de vraiment pouvoir comparer les deux discours. Alors, dans le discours des professionnels des ressources humaines, on nous disait que 8 des PRH de l'organisation A évoquaient le cadre normatif quand on les interrogeait sur les lignes directrices qui devraient véritablement guider la prise de décision. Cet élément-là n'émergeait pas des réponses recueillies au sein de l'organisation B. Quels étaient les aspects dominants? Eh bien, au sein de l'organisation A, on nous disait à 52 c'est l'aspect politique. C'est l'aspect politique qui mène quant aux lignes directrices qui devraient guider la prise de décision. Au sein de l'organisation B, à 100 on nous disait ce sont les orientations stratégiques. Ça, c'était les éléments qui étaient évoqués de façon dominante. La majorité des professionnels des ressources humaines des deux organisations conçoivent l'éthique comme étant axiologique, donc comme faisant référence à des valeurs. 84 au sein de l'organisation A et 60 au sein de l'organisation B. Toutefois, fait intéressant, et je vous ramène ici à la première observation en ce qui a trait au cadre normatif, 36 de l'organisation A et 40 des PRH de l'organisation B mentionnaient l'importance, la connotation, normative de l'éthique. Donc, on associait vraiment l'éthique à des normes, des règles, des règlements. Et on a 88 des répondants de l'organisation A qui mentionnaient dans leur discours la lourdeur du cadre normatif. Le fait que la normativité de leur milieu de travail, les règlements, les politiques, etc., étaient très lourds et devaient avoir un impact dans la façon de prendre les décisions et dans la façon de conduire même leurs actions professionnelles. Pour 100 des PRH de l'organisation B et pour 68 des PRH de l'organisation A, on nous disait oui, la trilogie mission, vision, valeur est bien présente au sein de notre organisation. Mais 0 des PRH de l'organisation A croyaient qu'elle prenait véritablement vie. Donc, on nous disait, elle est à quelque part, elle est écrite sur un document, on a déjà vu le document ou c'est dans une salle de conférence à quelque part, mais véritablement dans la pratique quotidienne, c'est perdu en traduction, si on peut dire ça comme ça. Et quand on demandait au PRH, est-ce qu'on parle d'éthique au sein de votre organisation? Eh bien, il y a 12 des PRH de l'organisation A qui nous répondaient que oui et 30 de l'organisation B qui nous répondaient également par l'affirmative. Donc, on sentait vraiment que, en ce qui a trait à la capacité qu'avait l'éthique d'être communiquée jusqu'au niveau opérationnel, jusqu'au niveau des employés, c'était une descente hiérarchique qui était très difficile. Un clavier qui commence à avoir la vie dure. Donc, en ce qui a trait à l'infrastructure éthique, eh bien, pour l'organisation A, on était capable d'identifier une politique et un programme qui étaient rattachés à l'éthique. Et dans l'organisation B, on était capable d'identifier 3 politiques et 5 programmes. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que seulement 3 PRH ou 12 des répondants de l'organisation A étaient capables d'identifier ces éléments-là. Donc, 12 de la population ou de l'échantillon ciblé étaient à même d'identifier les dispositifs. En contrepartie, pour l'organisation B, 80 des professionnels des ressources humaines étaient à même d'identifier les dispositifs. Donc, les dispositifs semblaient beaucoup mieux connus par les professionnels des ressources humaines de la seconde organisation que ceux de la première. Malheureusement,
Pour l'organisation A, on ne connaissait pas suffisamment les dispositifs mis en place. On était capable de les évoquer, on était capable de les nommer, mais on ne les connaissait pas suffisamment pour nous donner des détails qui nous auraient permis de les caractériser. Donc, d'identifier que cet élément-là, ce dispositif-là, correspondait par exemple à l'éthique de la justice, à l'éthique de la sollicitude, à l'éthique de la critique. Pour l'organisation B, l'information qu'on nous a donnée nous permettait d'identifier que de façon prédominante, les dispositifs qui avaient été déployés au sein de l'organisation répondaient à un souci de conformité. Et on n'était pas véritablement dans une logique éthique, mais dans une logique qui serait davantage déontologique. En ce qui a trait à l'infrastructure RH, il y avait unanimité, et ça, il y avait unanimité parmi tous les professionnels des ressources humaines rencontrés, ce qui m'a fait très chaud au cœur, sur le fait que l'éthique a véritablement sa place au sein de la gestion des ressources humaines. Ça, il n'y avait aucun doute. Pour certains professionnels des ressources humaines, on nous disait « c'est qui on est ». C'est notre ADN, c'est notre identité. Et évidemment que l'éthique a sa place. On est dans l'humain. On gère les individus. Donc, c'était viscéral. Plusieurs professionnels des ressources humaines nous disaient on a à défendre des dossiers, on a à gérer des situations qui sont teintées de nuances. On est dans l'humain, on est dans les émotions, on est dans la prise en considération de l'individu. Donc, c'est viscéral à notre travail. Et il y a même plusieurs professionnels des ressources humaines qui nous disaient notre capacité à avoir une influence au sein de l'organisation et notre capacité à démontrer notre valeur et notre crédibilité au sein de l'organisation dépend de notre caractère éthique. S'il y a des doutes quant à notre nature éthique, on perd notre capacité d'intervenir, on perd notre crédibilité et on perd notre légitimité au sein de l'organisation. Donc, on sentait vraiment que cette préoccupation-là éthique était très présente chez les individus mêmes. Malheureusement, ce qui a aussi émergé de la recherche, c'est que souvent, les individus nous disaient, oui, il y a de l'éthique au sein de la gestion des ressources humaines, mais ça ne vient pas de l'organisation. Et ça ne vient pas des dispositifs qui ont été déployés ou qui ont été mis en place. Ça vient des individus mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a de l'éthique en gestion des ressources humaines. Souvent, on nous disait, par exemple, je me permets de colorer un peu la présentation parce que ça vous donne une compréhension plus approfondie. Souvent, on disait, les conversations qu'on a sur l'éthique au sein de la gestion des ressources humaines, c'est des conversations qui émergent au sein de l'équipe. Et ce n'est pas toujours dans un contexte très formalisé, ce n'est pas nécessairement dans les équipes, dans les réunions d'équipe, mais ça peut être autour de la table du dîner, où là, on s'interroge. Ça, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'était pas correct? Est-ce qu'on aurait dû faire ça comme ça? Est-ce qu'on aurait dû le remettre en cause? Est-ce que ça, on devrait le contester? Est-ce qu'on devrait le revoir? Mais on identifiait vraiment le souci éthique comme provenant de l'individu même, et donc comme étant associé à l'équipe plutôt qu'à quelque chose qui aurait été mis en place par l'organisation proprement dit. Pour l'organisation B, on identifiait des formes diverses de dispositifs mis en place au sein de la gestion des ressources humaines qui pourraient toucher à l'éthique, mais on disait que de façon prédominante, notre souci, c'était vraiment de s'assurer qu'on avait une conformité et surtout qu'on avait un souci très dominant de performance. Alors, c'était, selon les PRH, ce qui avait motivé la mise en place de dispositifs de ressources humaines qui étaient teintés, si on veut, d'éthique. Je vous mentionnais tout à l'heure que l'analyse m'a permis de développer un modèle de progression de l'institutionnalisation de l'éthique. Je vous le présente ici. En fait, dans la phase 1, dans une conception idéale de la progression de l'institutionnalisation de l'éthique, ce qu'on voit, c'est qu'on prend la peine de définir de façon commune ce qu'est l'éthique. Il faut avoir une conception claire et il faut avoir une conception partagée de ce qu'est l'éthique. Il faut bien comprendre quelle est la visée de l'éthique. C'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif de l'éthique, c'est de s'assurer qu'on a une conformité, qu'on a un resserrement de la norme, que tout le monde fonctionne de la même façon, respecte les mêmes règlements? Ou est-ce qu'on veut développer une capacité réflexive au sein de l'organisation? On veut encourager le dialogue, on veut encourager la réflexion, on veut encourager les échanges, par exemple, au sein de l'organisation. On a aussi une conception commune de la portée de l'éthique. Donc, ça va jusqu'où? Et ça nous guide jusqu'où? Et ça prend préséance sur quoi? Quand on sait qu'au sein d'une organisation, on a plusieurs logiques. On a la logique économique, la logique politique, la logique de performance, la logique éthique. Donc, quel rôle peut jouer l'éthique et de quelle façon
Est-ce que ça se dessine dans l'organisation en ce qui a trait à la portée? À la phase 2 de l'institutionnalisation, bien là viendrait le temps de mettre sur pied des éléments qui composeraient l'armature organisationnelle en soutien à l'éthique. Donc, d'aller identifier dans notre infrastructure éthique ce qui peut être mis en place. Donc, est-ce qu'on met en place des formations sur l'éthique, un code de conduite, des conseils individualisés? On pense aux répondants en éthique, à vos souhaits. Est-ce qu'on veut faire un énoncé de valeurs? Est-ce qu'on veut identifier les valeurs qui, pour nous, en tant que groupe, sont signifiantes et donc devraient véritablement guider notre prise de décision et notre pratique professionnelle? Est-ce qu'on met sur pied des conseils organisationnels, comme par exemple des comités d'éthique, qui vont nous guider quand on fait face à des situations problématiques ou à des enjeux et qui vont nous aider dans la prise de décision? Est-ce qu'on veut faire des veilles ou des vigies en matière d'éthique? Et parallèlement, qu'est-ce qui peut être mis en place dans les infrastructures RH, mais qui touche à l'éthique? Donc, quelle partie de nos activités, donc de nos politiques, de nos pratiques et de nos programmes, en ce qui a trait au recrutement, à la formation, au développement, à l'évaluation, à la rémunération, au cheminement de carrière, touche à l'éthique? L'hypothèse étant, si on est une organisation qui se veut véritablement teintée d'éthique, ces éléments-là devraient véritablement être teintés d'éthique également. Si ça ne fait pas du tout partie du discours ressources humaines, on peut se demander dans quelle mesure on veut véritablement infuser l'organisation et ses pratiques d'éthique. Et à la phase 3, mais là, vraiment, on s'intéresse aux pratiques. Alors, est-ce qu'il y a une émergence de ces éléments-là dans le discours des PRH? Ça se traduit dans la pratique au premier niveau à l'égard de leur pratique, et est-ce qu'on est capable de voir ces éléments-là dans la pratique des PRH, dans leur discours, et est-ce que c'est traduit dans tout ce qui est développé par l'équipe ressources humaines également? Donc là, on est vraiment dans une phase d'intégration de l'éthique à même les pratiques. La discussion que je vous propose, en fait, c'est d'essayer de porter un regard sur chacune de ces deux organisations-là à la lumière du modèle que je viens de vous présenter. Donc, pour l'organisation A, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une institutionnalisation partielle de l'éthique selon les phases 1 et les phases 2. On n'avait pas de définition ou de conception commune de l'éthique. Nos missions, visions, valeurs n'étaient pas très claires, gagnaient à être rappelées ou gagneraient à être précisées. Les lignes directrices semblaient provenir davantage de la base que du sommet de l'organisation. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on semblait se doter de lignes directrices à défaut d'avoir des lignes directrices clairement établies. Donc, on cherchait à combler un manque de direction et à une certaine limite, un manque de sens au sein de l'organisation. Il y avait un nombre restreint de dispositifs qui étaient identifiés, que ce soit pour l'infrastructure éthique ou pour l'infrastructure RH. Donc, s'il y avait des éléments en place ou non, ce n'était pas identifié, ce n'était pas précisé et surtout, ce n'était pas connu par les professionnels des ressources humaines. On observait aussi une rupture en ce qui a trait à l'éthique entre le discours organisationnel et le discours des PRH quant aux attentes de l'organisation. Donc, le discours officiel de l'organisation nous disait une chose, mais le discours des ressources humaines était teinté d'autre chose. Le danger étant évidemment que quand on n'a pas d'adéquation claire entre le discours organisationnel et le discours des praticiens, qu'on est en présence d'un silence moral et on ne peut pas avoir une culture d'organisation qui va être teintée d'intégrité. Rupture, encore une fois, entre le discours des documents généraux et le discours des documents RH, en ce qui a trait à l'éthique toujours. Donc, on pouvait retrouver un discours qui nous parlait d'éthique dans les documents généraux de l'organisation, mais quand on regardait les documents spécifiques aux ressources humaines, c'était complètement absent. Donc, ça ne se traduisait pas au niveau opérationnel ou au niveau, je devrais dire, plutôt des différentes fonctions de l'organisation. Et, un peu comme je le mentionnais tout à l'heure, en absence de leadership et de lignes directrices claires, ce qu'on observait se ressortir du discours des PRH, c'est qu'on avait tendance à avoir une culture en silo. Chaque équipe concevait de sa propre façon de fonctionner. Donc, il y avait une émergence d'une co-régulation. On se considérait un et l'autre, on se consultait,
quant à la meilleure façon de fonctionner, quant aux meilleures prises de décision. As-tu déjà vu une situation comme ça? Comment est-ce que tu l'as gérée? Qu'est-ce que vous pensez de telle prise d'action? Qu'est-ce que vous pensez de telle façon de fonctionner? On allait se valider beaucoup auprès des collègues parce qu'on n'avait pas de ligne directrice claire qui venait des instances hiérarchiques plus hautes de l'organisation. Donc, les collègues nous permettaient, leur permet de se valider, de se réconforter et aussi, à plusieurs égards, de se sécuriser dans la façon de travailler et dans la prise de décision même. Et enfin, moins du quart des PRH, et ça c'est bien regrettable, croient que leur organisation est éthique. Ça c'est dans l'organisation A. Et plusieurs croient que l'éthique, comme je le mentionnais tout à l'heure, est présente au sein de la fonction RH, mais que ça vient en fait des professionnels des ressources humaines même. Donc, ce n'est pas le fruit de l'institutionnalisation de l'éthique. C'est le fruit des individus. Pour ce qui est de l'organisation B, de façon similaire, on observait une rupture entre la conception et la définition de l'éthique, les lignes directrices, et entre le discours organisationnel et le discours des PRH. On n'avait pas un discours unifié quant à ces éléments-là. L'éthique semble aussi marquer davantage le discours des sphères supérieures de l'organisation. Donc, les hautes sphères hiérarchiques semblent adopter véritablement ou de façon plus fréquente l'éthique, alors que les sphères intermédiaires et surtout les employés de premier niveau, ça ne semblait pas faire partie de leur discours du tout. Encore une fois, rupture en ce qui est trait à l'éthique entre le discours qui émerge des documents généraux et des documents ressources humaines. Institutionnalisation marquée selon les documents organisationnels, mais méconnue par les employés. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est des éléments qui sont mis en place mais qui ne sont pas connus? Ou est-ce que c'est des éléments qui sont dits mis en place mais qui ne se traduisent pas dans la réalité? Observation d'une individualisation des pratiques et un fort accent sur la performance comparativement à l'autre organisation, où à défaut d'avoir une ligne directrice claire et des points d'appui clairs, on trouvait réconfort dans l'équipe, puis on avait des formes de co-régulation qui émergeaient. Bien, dans l'organisation B, c'était davantage individualisé. Donc, chaque professionnel avait sa façon de fonctionner, travaillait à sa manière, et il y avait beaucoup d'emphase sur la performance et sur l'atteinte d'objectifs organisationnels. Et c'est comme ça qu'on trouvait nos points de repère. Aussi, émergence d'une co-régulation au sein de 2 équipes RH sur les 6 équipes qui ont été rencontrées, des équipes qui, de par la nature de leur mandat, étaient un petit peu plus tissées, serrées, si on veut, ou avaient à interagir de façon plus substantielle. Et interrogation quant à cette organisation-là, on avait progressivement remplacé le terme éthique par le terme valeur. Et donc, c'est peut-être ce qui expliquait pourquoi les professionnels des ressources humaines avaient de la difficulté à nous parler de la place de l'éthique au sein de leur organisation. On nous évoquait des valeurs, mais on ne savait pas trop qu'est-ce que c'est l'éthique, quel rôle est-ce que ça doit jouer. Et ça, bien, on se demandait véritablement si ça correspondait davantage à la façon dont l'organisation s'est construite à travers le temps, à sa valeur historique également. Quelques recommandations qui émergent de la thèse. Premièrement, que véritablement le concept d'infrastructure éthique est en soi insuffisant pour déterminer si une organisation a bel et bien institutionnalisé l'éthique. Qu'il faut prendre en considération l'infrastructure RH et la place de l'éthique au sein des activités de ressources humaines, donc au sein des principes, des politiques et des pratiques de ressources humaines. Le fait que l'infrastructure RH communique des informations importantes aux employés, que ces employés-là soient les employés de l'organisation aux différents niveaux hiérarchiques, ou que ce soit les employés, les PRH même. Donc, notre façon d'annoncer, de décrire un poste, notre façon de privilégier certains individus dans l'organisation quand il y a des opportunités de promotion, notre façon de concevoir nos programmes de formation organisationnelle, de déterminer ce qui va être récompensé par le biais d'augmentation salariale, de boni, etc.
notre façon de déterminer également les pratiques qui vont être mises en place, par exemple, pratiques de bien-être ou programmes divers organisationnels. Toutes ces activités-là de ressources humaines donnent un message clair aux employés quant à ce qui est désirable et indésirable, quant à ce qui est recherché, quant à ce qui est valorisé et quant à ce qui est encouragé au sein de l'organisation. Donc, des communications qui sont très importantes et qui devraient être prises en considération. Parce qu'évidemment, si dans le cadre d'un programme et du développement d'une infrastructure éthique, on prône l'importance de l'éthique, mais que ce discours-là ne se traduit pas dans les autres pratiques de l'organisation, dans les autres programmes, bien, ce message-là va être complètement perdu. 3 dimensions de la compétence éthique, comme je le mentionnais tout à l'heure. La compétence éthique implique l'éthique de la justice, l'éthique de la sollicitude, l'éthique de la critique. L'hypothèse serait ici qu'une organisation qui a une infrastructure éthique qui appuie véritablement la compétence éthique répondrait à ces 3 dimensions-là. Par exemple, l'éthique de la justice. Est-ce qu'on va chercher au sein de notre organisation à vraiment donner l'opportunité à tout un chacun d'être pris en considération? Est-ce qu'il va y avoir des enquêtes d'effectuer lors de situations problématiques? Si on considère l'éthique de la critique, est-ce qu'il va y avoir la possibilité pour les individus de remettre en question, de questionner, de défendre leur point de vue? Si on pense à l'éthique de la sollicitude, est-ce qu'on va prendre en considération l'individu lorsqu'on entreprend des activités, par exemple, de ressources humaines? Est-ce qu'on va penser à la dignité de l'individu? Est-ce qu'on va chercher à prendre soin de l'individu, non pas seulement au point de vue contractuel, mais au point de vue humain? Donc, l'hypothèse étant que les 3 dimensions de la compétence éthique, sollicitude, critique, justice, devraient aussi se retrouver au sein d'une organisation qui encourage le développement de la compétence éthique. Maintenant, si on y va sur le très pratico-pratique, ce qui ressortait du travail effectué, c'est que la conception et la définition de l'éthique doivent être clairement établies et doivent être communiquées de façon claire. Là, ici, on se retrouve en bonne vieille gestion du changement. C'est important de bien communiquer au sein de l'organisation, au sein de tous les paliers de l'organisation. Cette conception et cette définition-là de l'éthique doivent en venir à être partagées. Donc, on doit avoir une cohérence entre le discours organisationnel et le discours des employés. On doit avoir une cohérence entre le discours organisationnel et le discours ressources humaines, marketing, production ou autre. Et on doit avoir une cohérence entre le discours des différents niveaux hiérarchiques. Si l'éthique, c'est important pour le plus haut palier hiérarchique, mais que les gestionnaires intermédiaires ne reflètent pas ce discours-là et cette préoccupation-là, bien, le message ultimement qui est reçu par les employés est tout autre. Les lignes directrices, donc les lignes qui devraient guider la prise de décision et les actions, doivent être claires et doivent être unanimes. Et la place qui doit être accordée à l'éthique doit être comprise et acceptée de tous. Donc, si on nous dit que les lignes directrices importantes, ça inclut l'éthique, mais qu'ultimement, on parle davantage de performance, d'objectifs quantitatifs, de respect de hiérarchie, de l'importance de l'agenda politique de l'organisation, eh bien là, la place qui doit véritablement être accordée à l'éthique se perd en cours de route et le message devient teinté, devient en fait tout autre. L'institutionnalisation des dispositifs qui composent l'armature organisationnelle doit être complète. Dans l'organisation, on avait certains dispositifs qui étaient mentionnés dans les discours organisationnels, mais qui n'existaient plus, ou qui étaient passés date, ou qui auraient avantage à être revus, ou dont l'institutionnalisation était partielle, ou on l'utilise, mais une fois par an, ou on l'a déjà utilisé il y a 5 ans, mais là, ça fait longtemps. Donc, c'est vraiment s'assurer que l'institutionnalisation des dispositifs est complète, qu'elle est d'actualité. Et un peu dans la même logique, bien, s'assurer que non seulement tous les membres de l'organisation sont familiers avec ces dispositifs-là et savent à quoi ils servent, savent c'est quoi leur rôle, mais également qu'on garde un œil sur ces dispositifs-là pour être capable de les mettre à jour et pour être capable de les modifier au besoin. Et là, je mentionne prise en garde des éléments contextuels, encore une fois, si la logique économique, la logique politique, la logique hiérarchique est prédominante, si on favorise, par exemple, l'atteinte d'objectifs quantitatifs, l'atteinte d'objectifs financiers, et que le reste, bien, c'est bien beau, mais c'est secondaire dans la réalité de tous les jours,
bien, le message, en fait, qu'on envoie dans l'organisation est tout autre quant aux lignes directrices et le processus de vigie auquel je faisais référence. De la même façon que l'éthique est une co-construction, ce que je mentionnais au tout début quand je définissais l'éthique, bien, il faut reconnaître que mettre en place l'éthique au sein de l'organisation, c'est pas, voilà, on a développé un programme d'éthique, maintenant on est correct. Tout le monde a été formé. On a développé la politique, on a mis la plaque sur le mur pour ce qui est de l'énoncé de valeur, maintenant ça va. Non, c'est de comprendre que l'éthique va évoluer au fil du temps, va se co-construire au fur et à mesure que l'organisation, que ses membres changent, que les préoccupations de l'organisation changent. Et donc, il faut mettre en place un processus de vigie au sein de l'organisation également pour voir ces dispositifs-là, est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont utilisés, est-ce qu'ils donnent les résultats escomptés, est-ce qu'au fur et à mesure qu'on en apprend davantage, on devrait les revoir, est-ce qu'on devrait modifier certains éléments, est-ce qu'on devrait remplacer certains éléments. Donc, s'assurer qu'on a un processus de vigie qui est davantage complet. Et voilà, ça fait le tour des résultats. Merci.